En 1487, dans la petite ville de Speer, en Allemagne, un livre sortit des presses de l'imprimeur Peter Drac, 256 pages, en latin, relié dans une couverture sans ornement. Rien, à première vue, ne laissait présager que cet ouvrage allait devenir l'un des plus meurtriers de l'histoire européenne. Le titre, gravé en caractères gothiques, annonçait pourtant la couleur « Malleus Maleficarum », le marteau des sorcières. Derrière ce nom se cachait l'obsession d'un homme, Heinrich Kramer, un dominicain alsacien que ses contemporains décrivaient comme un fanatique. Un inquisiteur que l'évêque d'Innsbruck avait qualifié de « sénile et fou », après l'avoir expulsé de son diocèse. Un prêtre dont les propres supérieurs tentaient de freiner les ardeurs meurtrières. Pourtant, ce livre allait circuler pendant près de 2 siècles à travers toute l'Europe, servant de guide aux magistrats, aux juges et aux bourreaux dans leur traque des supposées sorcières. Comment un ouvrage condamné par les théologiens de l'université de Cologne, dès sa parution, a-t-il pu provoquer la mort de dizaines de milliers d'innocentes? Pourquoi l'Église, qui avait initialement rejeté ces méthodes, a-t-elle laissé ce manuel de la terreur se répandre comme une traînée de poudre? Et surtout, que contenaient ces pages pour transformer des communautés entières en machines à broyer des vies humaines? Les archives de la Bibliothèque nationale de France conservent aujourd'hui plusieurs exemplaires de ce grimoire judiciaire. Leurs pages jaunies portent encore les annotations des magistrats qui s'en servaient lors des interrogatoires. Des notes griffonnées dans les marges, des passages soulignés à l'encre brune, témoignent de l'usage intensif qu'on en faisait. L'historien Jules Michelet l'avait bien compris lorsqu'il écrivait en 1862. Ce manuel était fait pour être porté dans la poche, consulté sous la table du tribunal pendant les audiences, feuilleté discrètement, tandis que l'accusé tremblait devant ses juges. Heinrich Kramer naquit vers 1430 à Sélestat, une ville d'Alsace qui appartenait alors au Saint-Empire romain germanique. Très jeune, il entra dans l'ordre des dominicains, ces « chiens du Seigneur », comme ils aimaient se désigner eux-mêmes, fondés au XIIIe siècle pour combattre les hérésies. Brillant orateur, infatigable prédicateur, Kramer gravit rapidement les échelons de la hiérarchie ecclésiastique. Avant 1474, il fut nommé inquisiteur pour le Tyrol, Salzbourg, la Bohême et la Moravie. L'archevêque de Salzbourg en fit son bras droit, mais une obsession dévorait Kramer, une fixation qui allait façonner le reste de sa vie et condamner des milliers de femmes à une mort atroce. Il était persuadé que des légions de sorcières menaçaient la chrétienté. Pas de simples guérisseuses de village, ni de vieilles femmes pratiquant des remèdes ancestraux. Non, dans l'esprit torturé de l'inquisiteur, ces femmes avaient conclu un pacte charnel avec Satan lui-même. Elles participaient à des assemblées nocturnes où elles dévoraient des enfants, copulaient avec des démons et complotaient la destruction du monde chrétien. Cette conviction l'amena à Innsbruck en 1484, où il entreprit de mener une vaste chasse aux sorcières. Parmi les accusés se trouvait Helena Schöberin, une femme qui avait eu l'audace de critiquer publiquement l'inquisiteur. Le procès qui suivit révéla la véritable nature de Kramer. Dès les premières questions, il s'écarta du protocole habituel pour interroger l'accusé sur sa vie sexuelle, ses partenaires, ses fantasmes, sa virginité. Le dominicain ne s'intéressait qu'à cela. Les sourcils se levèrent dans la salle d'audience, mais personne n'osa intervenir. Les minutes passèrent, les heures s'écoulèrent, et Kramer continuait à poser les mêmes questions obsessionnelles.
l'évêque Georg Golser finit par mettre un terme à cette mascarade. Non seulement il acquitta Helena Schöberin et les 13 autres femmes accusées, mais il enjoignit au prince Sigismond du Tyrol de payer les frais de justice des innocentés. Pour Cramer, ce fut un camouflet retentissant. L'évêque lui ordonna de quitter le diocèse et de cesser ses investigations. Dans les lettres qu'il échangea ensuite avec Golser, l'inquisiteur révéla l'étendue de son dérangement. Missive obsessionnelle, accusations délirantes, incapacité à accepter que des femmes puissent être innocentes. Mais Heinrich Cramer n'était pas homme à renoncer. Humilié à Innsbruck, il allait trouver un autre moyen de poursuivre sa croisade. Si les tribunaux ecclésiastiques lui résistaient, il fournirait aux juges laïcs un outil qu'il ne pourrait pas refuser, un manuel si complet, si détaillé, si apparemment érudit, qu'il deviendrait la référence absolue en matière de sorcellerie. Le Malleus Maleficarum était né de cette rage, de cette humiliation, de cette obsession sexuelle mal canalisée d'un religieux perturbé. L'ouvrage fut achevé en 1486. Pour lui donner l'apparence d'une autorité officielle, Cramer usa de plusieurs stratagèmes. Il fit précéder son texte de la bulle papale Summi Desiderant Affectibus, publié par le pape Innocent VIII en 1484. Ce document accordait certes à Cramer l'autorisation de poursuivre les sorcières, mais il datait de 2 ans avant la rédaction du livre et ne mentionnait évidemment pas le Malleus. Qu'importe, sa présence, en préface, donnait l'illusion d'une approbation pontificale. Cramer ajouta également le nom de Jakob Sprenger comme co-auteur, bien que de nombreux historiens considèrent aujourd'hui que ce dernier n'ait joué qu'un rôle mineur, voire inexistant, dans la rédaction. Sprenger, inquisiteur respecté et doyen de l'université de Cologne, apportait une crédibilité que Cramer, désormais discrédité, ne possédait plus. Plus audacieux encore, le dominicain inclut dans son livre une prétendue approbation unanime de la faculté de théologie de Cologne. Les historiens ont depuis démontré que ce document était un faux grossier. La faculté avait en réalité condamné l'ouvrage pour ses procédures illégales et ses contradictions avec la doctrine catholique. Mais qui, parmi les magistrats des petites villes allemandes ou françaises, allait vérifier l'authenticité de ces sceaux et de ces signatures? Le Malleus se présentait comme un instrument officiel de l'Église, et c'est ainsi qu'il fut reçu. Le Malleus Maleficarum se divise en 3 parties distinctes, chacune construite avec une logique implacable destinée à ne laisser aucune échappatoire aux accusés. La première section s'attache à prouver l'existence réelle de la sorcellerie. Pour Cramer, nier l'existence des sorcières équivalait à une hérésie, puisque cela revenait à nier l'existence de Satan lui-même. Si le diable existe, argumentait-il, alors ses servantes terrestres existent également. Cette logique circulaire, enrobée de références à saint Thomas d'Aquin et aux Écritures, impressionnait les lecteurs peu versés en théologie. La deuxième partie décrit les pouvoirs supposés des sorcières et les moyens de s'en protéger. C'est dans ces pages que l'imagination morbide de Cramer se déploie sans retenue. Les sorcières, affirme-t-il, peuvent provoquer la stérilité, faire mourir le bétail, détruire les récoltes, rendre les hommes impuissants. Elles volent dans les airs sur des balais enduits d'un onguent, fabriqués à partir de graisse d'enfants assassinés. Elles se rendent à des assemblées nocturnes, appelées sabbats, où elles copulent avec des démons et dévorent des nourrissons. Ces descriptions, mêlant folklore paysan et fantasmes cléricaux, créèrent une image terrifiante qui allait hanter l'Europe
pendant des générations. Mais c'est la troisième partie qui transforma ce traité théologique en machine à tuer. Kramer y détaille, avec une précision glaçante, les procédures judiciaires à suivre pour identifier, interroger et condamner une sorcière. Comment recueillir les dénonciations, comment mener les interrogatoires, comment appliquer la torture pour obtenir des aveux, comment interpréter les signes de culpabilité. Chaque étape est codifiée, chaque objection anticipée et réfutée. Un magistrat inexpérimenté pouvait ouvrir ce livre et y trouver toutes les réponses à ces questions. L'une des innovations les plus pernicieuses du Malleus concerne la nature même des preuves. Dans un procès ordinaire, l'accusation devait apporter des éléments tangibles de culpabilité. Mais comment prouver qu'une femme a volé sur un balai ou copulé avec un démon? Kramer résout ce problème en inversant la charge de la preuve. La rumeur publique suffit à justifier une arrestation. Les témoignages de voisins malveillants, d'enfants manipulés ou de complices présumés constituent des preuves recevables. Et surtout, l'aveu de l'accusé, obtenu par tous les moyens nécessaires, vaut condamnation. Le titre même de l'ouvrage révèle l'obsession misogyne de son auteur. Malleus Maleficarum utilise le féminin latin, désignant spécifiquement les sorcières et non les sorciers. Kramer s'en explique longuement dans ses pages, développant une théorie de l'infériorité féminine qui puise dans les préjugés de son époque tout en les radicalisant. La femme, écrit-il, est plus crédule que l'homme, plus susceptible de céder aux tentations du diable. Sa nature lubrique la prédispose aux relations charnelles avec les démons. Le mot même de fémina, affirme-t-il avec une étymologie fantaisiste, dériverait de feu et minus, signifiant foi moindre. Cette misogynie systématique s'accompagne d'une obsession pour la sexualité féminine qui transparaît dans chaque chapitre. Les sorcières, selon Kramer, peuvent voler le membre viril des hommes et les conserver dans des nids où ils bougent comme s'ils étaient vivants et mangent de l'avoine et du maïs. Elles provoquent l'impuissance par leurs maléfices. Elles séduisent les hommes vertueux pour les entraîner dans la perdition. Cette fixation sur le corps féminin et ses supposés pouvoirs maléfiques trahit les tourments intérieurs d'un homme qui avait fait vœu de chasteté, mais ne parvenait pas à contrôler ses propres pulsions. Les sages-femmes constituent une cible privilégiée du Malleus. Ces femmes qui assistaient les parturiantes, qui connaissaient les plantes médicinales, qui pratiquaient parfois des avortements, représentaient pour Kramer l'incarnation même de la sorcière. Elles avaient accès au nouveau-né, qu'elles pouvaient sacrifier au diable. Elles possédaient des savoirs mystérieux, transmis de génération en génération. Elles exerçaient un pouvoir sur le corps des femmes que l'Église ne contrôlait pas. Dans plusieurs passages, Kramer s'acharne particulièrement sur ces praticiennes, les accusant des crimes les plus abominables. Le sabbat des sorcières occupe une place centrale dans la démonologie du Malleus. Cette assemblée nocturne, où les adeptes de Satan se retrouveraient pour célébrer des messes à rebours et se livrer à des orgies, n'existait pourtant que dans l'imagination des inquisiteurs. Le mot lui-même, emprunté au Shabbat juif, témoigne de l'antisémitisme qui imprégnait ces croyances. Les Juifs et les sorcières partageaient d'ailleurs des attributs similaires dans l'iconographie médiévale. Nez crochu, chapeau pointu, association avec le diable. Persécuter les unes permettait de persécuter les autres. Le stéréotype du sabbat s'était formé quelques décennies avant la rédaction du Malleus dans les Alpes occidentales, notamment en Valais et dans les diocèses de Sion et de Lausanne. Les historiens ont reconstitué les séquences de ce fantasme collectif.
Les sorcières s'enduisent d'un onguent magique. Elles s'envolent sur des balais ou à dos d'animaux. Elles se rassemblent dans un lieu écarté. Elles rendent hommage au diable qui apparaît sous forme de bouc. Elles participent à un banquet où sont dévorés des enfants. Elles s'accouplent avec des démons. Chaque élément de cette séquence sera repris par Kramer et codifié dans son manuel. L'historien Carlo Ginzburg a montré que certains de ces éléments trouvaient leur origine dans d'anciennes croyances païennes, notamment le culte de divinités féminines associées à la fertilité et au cycle naturel. Les paysans des régions alpines évoquaient des bonnes dames qui venaient la nuit apporter l'abondance. Les inquisiteurs transformèrent ces figures bienveillantes en suppôts de Satan, les bonnes choses en assemblées démoniaques. Le sabbat n'était peut-être rien d'autre qu'une déformation monstrueuse de fêtes populaires liées au changement de saison. Mais qu'importait la réalité historique? Le Malleus fournissait aux juges un cadre interprétatif cohérent. Toute dénonciation devenait crédible, tout aveu confirmait la théorie. Si une femme niait avoir participé au sabbat, c'était parce que le diable lui avait fait perdre la mémoire. Si elle ne pleurait pas pendant son procès, c'était la preuve de sa culpabilité, car les vraies chrétiennes versent des larmes de repentir. Si elle pleurait, c'était une ruse du démon pour attendrir ses juges. Le système était conçu pour que personne ne puisse en sortir innocent. La recherche de la marque du diable constituait une étape cruciale du processus. Selon le Malleus, Satan imprime sur le corps de ses servantes un signe indélébile, une tache ou une zone insensible à la douleur. L'accusé était donc déshabillé, rasé sur tout le corps, puis examiné par un bourreau, un chirurgien ou une sage-femme. Chaque grain de beauté, chaque cicatrice, chaque verrue pouvait être interprété comme la marque infernale. Et si aucun signe visible n'apparaissait, on piquait la peau avec de longues aiguilles jusqu'à trouver un point qui ne saignait pas ou ne provoquait pas de douleur. Certains bourreaux utilisaient des aiguilles rétractables pour être certains de trouver ce qu'ils cherchaient. Cette procédure, présentée comme une preuve scientifique, n'était qu'une humiliation supplémentaire infligée aux accusés, des femmes âgées, des jeunes filles, des mères de famille, étaient exposées nues devant des hommes qui scrutaient chaque partie de leur corps. L'examen pouvait durer des heures, se répéter plusieurs jours de suite, et quel que fût le résultat, il confirmait toujours les soupçons des juges. Car si la marque était invisible, c'était que le diable l'avait dissimulée par magie. Le succès du Malleus Maleficarum fut immédiat et durable. Entre 1487 et 1669, l'ouvrage connut au moins 28 éditions latines. Il fut traduit en allemand, en français, en anglais. L'invention récente de l'imprimerie permit sa diffusion à une échelle sans précédent. Alors que les manuscrits médiévaux ne circulaient qu'entre quelques dizaines de lecteurs, le Malleus atteignit des milliers de magistrats, de prêtres, de notables. Chaque exemplaire pouvait servir pendant des décennies, transmis de juge en juge, de génération en génération. L'Église catholique condamna officiellement le livre 3 ans après sa publication. L'Inquisition romaine refusa de l'utiliser dans ses propres procédures. Mais cette condamnation resta lettre morte. Les tribunaux séculiers, ceux des princes, des villes libres, des seigneurs locaux, adoptèrent le Malleus comme leur guide. Et la réforme protestante, loin de mettre fin aux persécutions, les amplifia. Martin Luther lui-même croyait fermement à l'existence des sorcières et à la nécessité de les éliminer. Le verset de l'Exode « Tu ne laisseras pas vivre les sorcières »
avait pour lui valeur de commandement divin. La torture occupait une place centrale dans l'arsenal judiciaire, décrit par le Malleus Maleficarum. Cramer ne se contentait pas de l'autoriser. Il la recommandait comme le moyen le plus efficace d'obtenir la vérité. Car pour l'inquisiteur, l'aveu constituait la reine des preuves. Sans confession, point de condamnation certaine. Et puisque les sorcières étaient protégées par le diable, elles ne parleraient jamais de leur plein gré. La souffrance physique devenait donc un outil de purification, une manière de briser l'emprise démoniaque sur l'accusé. L'estrapade figurait parmi les supplices les plus couramment employés. Le bourreau attachait les bras de la victime dans son dos, puis la hissait à l'aide d'une corde passée dans une poulie fixée au plafond. Suspendu ainsi, les épaules disloquées par le poids de son propre corps, l'accusé était ensuite lâché brusquement, sans toucher le sol. Le choc provoquait des douleurs atroces, des fractures, des clavicules et des omoplates. Pour intensifier le supplice, on attachait des poids aux pieds, 25 kg, puis 50, puis 75. Cramer recommandait de répéter chaque degré de torture jusqu'à 3 fois, laissant à la victime le temps de récupérer entre les séances avant de recommencer. Les brodequins constituaient un autre instrument de prédilection. 2 planches de bois étaient attachées de part et d'autre des jambes de l'accusé, puis resserrées progressivement à l'aide de coins enfoncés au marteau. Les os des tibias et des péronés éclataient sous la pression. Certaines femmes perdaient l'usage de leurs jambes pour toujours, condamnées à ramper jusqu'au bûcher qui les attendait. Les grésillons, sortes de pinces métalliques, broyaient les doigts avec la même efficacité méthodique. Le chevalet étirait le corps jusqu'à disloquer toutes les articulations. Le malleus conseillait également l'usage du fer rougi au feu pour raser entièrement le corps des accusés. Cette procédure, présentée comme nécessaire pour découvrir la marque du diable, infligeait des brûlures supplémentaires à des femmes déjà épuisées par des jours d'interrogatoire. L'eau était parfois utilisée. On forçait l'accusé à avaler des quantités énormes de liquide, provoquant une sensation d'étouffement et des douleurs abdominales insupportables. Si elle refusait de boire, le bourreau lui déchirait la bouche avec des pinces de fer. Entre chaque séance de torture, un raffinement de cruauté prescrivait de soigner la victime. On la nourrissait, on la rafraîchissait, on pansait ses plaies. Parfois même, on la complimentait sur son courage. Cette alternance de violence et de sollicitude brisait les dernières résistances psychologiques. Les accusés finissaient par avouer n'importe quoi pour mettre fin à leur calvaire. Elles confessaient avoir rencontré le diable dans une clairière, s'être envolées sur un balai, avoir dévoré des enfants lors de sabbats nocturnes. Elles dénonçaient leurs voisines, leurs amis, parfois leurs propres mères ou leurs filles. Car les aveux ne suffisaient pas. Les juges exigeaient des noms de complices. Une sorcière ne pouvait agir seule, selon la logique du Malleus. Elle appartenait nécessairement à une secte, à un réseau de serviteurs de Satan. Sous la torture, les accusés livraient donc des listes de prétendus complices qui étaient à leur tour arrêtés, interrogés, torturés. Chacune dénonçait d'autres femmes, créant une chaîne sans fin de persécutions. Des villages entiers furent ainsi décimés, vidés de leur population féminine par des vagues successives d'arrestations. L'affaire de Rouffach, en Alsace, illustre cette mécanique infernale. Les archives conservent les procès-verbaux détaillés des interrogatoires menés au début du XVIIe siècle. Une femme nommée Ursula, qualifiée de fort âgée dans les documents,
fut soumise à l'estrapade jusqu'à ce qu'elle avoue être sorcière depuis 3 ans. Elle décrivit sa rencontre avec le diable, nommé Joliard, qui lui avait promis la richesse en échange de son âme. Elle confessa s'être rendue au sabbat, transportée par le démon lui-même. Elle admit avoir fait mourir des bêtes et des enfants à l'aide d'une poudre magique. Puis elle donna des noms. Le cas de Claudette, 40 ans, mère de 7 enfants, est tout aussi révélateur. Dénoncée par 2 femmes déjà condamnées au bûcher, elle nia d'abord toute implication dans la sorcellerie. On la confronta aux témoins. Elle persista dans ses dénégations. Alors commença l'estrapade. Très vite, Claudette avoua tout ce qu'on voulait lui faire dire. Son mari aussi était sorcier, affirma-t-elle. Le diable l'avait connue charnellement à 2 reprises. Il l'emmenait au sabbat en la portant sur son cou, le jeudi soir vers minuit. Elle supplia qu'on mette fin au supplice et enrichit sa confession de détails supplémentaires. Son mari la battait parce qu'elle refusait d'être sorcière. Elle avait tué des enfants avec une poudre cachée dans son corsage. Ses aveux, arrachés dans la souffrance, présentent une caractéristique frappante. Ils correspondent, presque mot pour mot, aux descriptions du Malleus Maleficarum. Les accusés confessaient exactement ce que les juges attendaient d'elles, reprenant les éléments du stéréotype sabbatique codifié par Kramer. La rencontre avec un diable vêtu de noir, le pacte scellé par un rapport charnel, le vol nocturne, le banquet où l'on dévore des enfants, la poudre maléfique. Chaque détail était prévisible, car chaque détail avait été suggéré par les questions des magistrats. Les historiens ont longtemps débattu de la sincérité de ces confessions. Certaines accusées semblaient croire véritablement à ce qu'elles racontaient. La torture, la privation de sommeil, l'isolement prolongé provoquent des états de confusion mentale où la frontière entre réalité et fantasme s'estompe. D'autres femmes, plus lucides, comprenaient que l'aveu était leur seule chance d'échapper à de nouvelles séances de supplice. Mieux valait mourir sur le bûcher que continuer à souffrir indéfiniment dans les cachots. Le Malleus prévoyait d'ailleurs cette éventualité. Si l'accusé rétractait ses aveux une fois sorti de la chambre de torture, on l'y ramenait immédiatement. Les juges considéraient alors que le diable avait repris possession d'elle et qu'il fallait redoubler d'efforts pour l'en libérer. Certains procès durèrent des mois, avec des dizaines de séances de torture, entrecoupées de périodes de repos, où l'on tentait de convaincre l'accusé par la persuasion. Le résultat était toujours le même. L'aveu final, la condamnation, le bûcher. La question de l'avocat mérite qu'on s'y arrête. En théorie, toute personne accusée d'un crime avait droit à une défense. Mais qui aurait osé défendre une sorcière? Celui qui prenait le parti de l'accusé risquait d'être lui-même soupçonné de complicité avec le diable. L'expression « avocat du diable », qui désigne aujourd'hui celui qui défend une cause indéfendable, trouve son origine dans ces procès, où personne ne voulait endosser ce rôle périlleux. Les accusés affrontaient donc seuls leurs juges, sans connaissance du droit, sans possibilité de contester les témoignages, sans espoir de clémence. Le bûcher constituait la conclusion quasi inévitable de ces procédures. La mort par le feu présentait une double signification pour les juges de l'époque. D'une part, elle purifiait l'âme de la condamnée, lui offrant une chance de rédemption in extremis si elle se repentait sincèrement. D'autre part, elle détruisait entièrement le corps, empêchant toute sépulture chrétienne et condamnant la sorcière à l'errance éternelle. Parfois, le juge faisait preuve de pitié, en ordonnant que l'accusé soit étranglé avant d'être livré aux flammes.
Mais cette faveur restait exceptionnelle. Les exécutions se déroulaient sur la place publique, souvent devant une église, en présence de la population entière. Les autorités y voyaient une démonstration de leur pouvoir et un avertissement pour quiconque serait tenté de pactiser avec le diable. Les enfants assistaient au spectacle, apprenant très tôt à craindre la sorcellerie et à dénoncer tout comportement suspect. Les voisins de la condamnée venaient vérifier que justice était faite, soulagés peut-être que le malheur soit tombé sur une autre queue. Car dans ce climat de terreur, chacun pouvait devenir la prochaine victime. Les frais de ces procès étaient considérables et retombaient souvent sur la famille de la condamnée. Il fallait payer le geôlier pour la nourriture et l'entretien de la prisonnière, le bourreau pour chaque séance de torture, les témoins pour leur déposition, les juges pour leur temps. Le bois du bûcher lui-même était facturé aux proches. Des familles entières furent ruinées par ces procédures interminables, perdant à la fois un être cher et tous leurs biens. Certains historiens ont suggéré que l'appât du gain motivait parfois les accusations. Dénoncer une voisine prospère permettait de s'emparer de ses terres une fois qu'elle était condamnée. La Suisse détient le triste record du plus grand nombre de victimes proportionnellement à sa population. Entre le XVe et le XVIIIe siècle, environ 3500 personnes y furent exécutées pour sorcellerie, dans un pays qui comptait alors moins d'1 million d'habitants. Le pays de Vaud, à lui seul, vit plus de 2000 exécutions attestées. L'historienne Martine Ostorero a montré que la Confédération helvétique brûla peut-être 2 fois plus de sorcières que l'Allemagne, 10 fois plus que la France, 100 fois plus que l'Italie, toujours en proportion de la population. Les régions alpines formèrent le berceau de la grande chasse aux sorcières. C'est dans ces vallées isolées, où les communautés vivaient repliées sur elles-mêmes pendant les longs mois d'hiver, que naquirent les premiers procès de masse. Le Valais, le diocèse de Lausanne, les contreforts des Alpes occidentales. Ces territoires virent émerger, dès les années 1430, le stéréotype du sabbat démoniaque qui allait ensuite se répandre dans toute l'Europe. Pourquoi ces régions montagnardes? Les historiens avancent plusieurs explications. L'isolement géographique favorisait la persistance de croyances anciennes, de pratiques héritées du paganisme que l'Église peinait à éradiquer. Les hivers rigoureux, les famines récurrentes, les épidémies qui décimaient le bétail créaient un climat d'angoisse propice à la recherche de boucs émissaires. Les structures politiques fragmentées, avec une multitude de petites seigneuries et de juridictions locales, permettaient aux juges d'agir sans contrôle d'une autorité centrale. Et la proximité des cols alpins facilitait la circulation des idées, des traités de démonologie, des récits de procès tenus dans les vallées voisines. Le Saint-Empire romain germanique paya le plus lourd tribut à cette folie meurtrière. On estime qu'environ 25 000 personnes y furent exécutées pour sorcellerie, soit près de la moitié du total européen. Cette concentration s'explique par la fragmentation politique extrême de l'Empire, divisé en des centaines de principautés, d'évêchés, de villes libres, chacun disposant de sa propre justice. Les princes, évêques de Bamberg, de Würzburg, de Cologne, se distinguèrent et par leurs zèle persécuteurs. Dans le seul évêché de Bamberg, plus de 600 personnes furent brûlées entre 1625 et 1630. La France connut une situation plus contrastée. Le Parlement de Paris, la plus haute cour du royaume, se montra relativement modéré. Ses magistrats, formés au droit romain, exigeaient des preuves solides avant de confirmer une condamnation à mort. Beaucoup d'appels
aboutirent à des acquittements ou à des commutations de peine. Mais dans les provinces, éloignées de la capitale, dans les régions frontalières où l'autorité royale restait faible, les procès se multiplièrent avec la même violence qu'ailleurs. La Lorraine, la Franche-Comté, l'Alsace, le Pays basque furent particulièrement touchés. L'affaire du Labour, en 1609, reste l'une des plus sinistres de l'histoire française. Pierre de l'Ancre, conseiller au Parlement de Bordeaux, fut envoyé par le roi Henri IV pour rétablir l'ordre dans cette province, basque jugée rebelle et superstitieuse. Pendant 4 mois, ce magistrat fanatique mena une chasse impitoyable, faisant arrêter des centaines de personnes, hommes, femmes et enfants confondus. Les témoignages qu'il recueillit, souvent extorqués sous la menace ou la torture, décrivent des sabbats d'une précision hallucinante. Les danses autour du bouc noir, les onguents préparés avec de la graisse d'enfant, les vols nocturnes vers des landes désolées. De l'Ancre publia ensuite ses conclusions dans un ouvrage intitulé « Tableau de l'inconstance des mauvais anges et démons », illustré de gravures représentant ces assemblées diaboliques. L'historien Gustav Henningsen a suggéré qu'il n'existait probablement pas de sabbat dans la région avant l'arrivée de l'inquisiteur. Tout au plus, quelques fêtes saisonnières, des réjouissances paysannes que de l'Ancre interpréta à travers le prisme de ses obsessions. Mais une fois les procès commencés, une fois la terreur installée, certains habitants organisèrent peut-être de véritables assemblées nocturnes, par défi ou par désespoir. La prophétie s'auto-réalisait. L'Espagne et le Portugal, paradoxalement, connurent beaucoup moins de persécutions que le reste de l'Europe catholique. L'Inquisition espagnole, pourtant redoutée pour sa sévérité envers les Juifs convertis et les protestants, se montra sceptique face aux accusations de sorcellerie. Les inquisiteurs ibériques considéraient ces histoires de sabbats et de vols nocturnes comme des superstitions de bonnes femmes, indignes de retenir l'attention d'un tribunal sérieux. Ils s'intéressaient à l'hérésie savante, aux déviations doctrinales, pas aux délires de paysannes illettrées. Cette attitude relativement tolérante épargna à la péninsule les massacres qui ensanglantèrent l'Europe centrale. L'affaire de Zugarramurdi, en 1610, illustre cette différence d'approche. Dans ce village basque espagnol, des rumeurs de sabbat provoquèrent l'ouverture d'une enquête par le Saint-Office de Logroño. Plus de 300 personnes furent suspectées, 48 emprisonnées. Mais l'inquisiteur, Alonso de Salazar, chargé de vérifier les accusations, mena une investigation rigoureuse. Il interrogea plus de 1800 témoins, accumula 12 000 pages de procès-verbaux et conclut que la grande majorité des aveux avaient été obtenus par la pression psychologique ou la torture. Ces recommandations mirent fin aux poursuites dans la région et établirent un précédent de prudence que l'Inquisition espagnole suivit désormais. L'Italie présenta un tableau similaire. Les tribunaux inquisitoriaux de Rome, de Venise, de Florence se montrèrent généralement réticents à condamner pour sorcellerie. Le nombre d'exécutions y resta faible comparé au reste du continent. Les autorités ecclésiastiques italiennes préféraient traiter les accusations de magie comme des cas de superstition plutôt que d'hérésie, imposant des pénitences légères plutôt que la peine capitale. Cette modération relative n'empêcha pas quelques épisodes sanglants, comme les procès de Triora en Ligurie à la fin du XVIe siècle, mais ils restèrent exceptionnels. L'Angleterre suivit une trajectoire particulière. La common law anglaise n'autorisait pas la torture judiciaire, ce qui limitait considérablement la capacité des juges à obtenir des aveux.
Les procès de sorcellerie s'y déroulaient selon la procédure accusatoire, où l'accusation devait prouver ses allégations devant un jury populaire. Ces contraintes procédurales réduisirent le nombre de condamnations, même si des vagues de persécution touchèrent certaines régions à certaines époques. Matthew Hopkins, le célèbre chasseur de sorcières des années 1640, fit exécuter plus de 300 personnes en East Anglia, mais son activité resta exceptionnelle dans le contexte anglais. L'Écosse, en revanche, connut une répression beaucoup plus sévère. Le roi Jacques VI, futur Jacques Ier d'Angleterre, était personnellement convaincu de la réalité de la sorcellerie. En 1590, il supervisa lui-même les procès des sorcières de North Berwick, accusées d'avoir provoqué une tempête pour faire sombrer le navire qui ramenait sa fiancée du Danemark. 7 ans plus tard, il publia un traité intitulé « Démonologie », où il exposait ses théories sur la menace que représentaient les sorcières pour la société chrétienne. Sous son règne, des milliers d'Écossaises furent torturées et brûlées. Les colonies américaines importèrent ces croyances européennes. L'affaire de Salem, en 1692, reste la plus célèbre. Dans ce village du Massachusetts, une série d'accusations lancées par des adolescentes en proie à des crises convulsives provoqua l'arrestation de plus de 200 personnes. 19 furent pendues, une écrasée sous des pierres pour avoir refusé de plaider. L'épisode ne dura que quelques mois avant que les autorités coloniales ne mettent fin aux procédures. Mais il marqua durablement la mémoire américaine et inspira d'innombrables œuvres littéraires et dramatiques. Les protestants se montrèrent-ils plus tolérants que les catholiques? L'idée reçue voudrait que la Réforme ait apporté un souffle de rationalisme, balayant les superstitions médiévales. La réalité historique contredit cette vision optimiste. Luther, Calvin, Zwingli croyaient tous à l'existence des sorcières et à la nécessité de les éliminer. Les régions protestantes d'Allemagne, de Suisse, d'Écosse connurent des persécutions tout aussi féroces que les territoires catholiques. La Réforme avait brisé l'unité religieuse de l'Europe, créant un climat d'insécurité et de rivalité confessionnelle qui exacerbait la chasse aux hérétiques de toutes sortes. Le Malleus Maleficarum circulait d'ailleurs aussi bien dans les pays protestants que catholiques. Les magistrats luthériens ou calvinistes y trouvaient les mêmes instructions que leurs homologues romains. La doctrine du livre, sa misogynie systématique, sa description du sabbat démoniaque transcendaient les clivages confessionnels. Tous s'accordaient sur l'essentiel. Les sorcières existaient. Elles menaçaient l'ordre chrétien. Elles devaient être exterminées. La question du genre traverse toute l'histoire de la chasse aux sorcières. Entre 60 et 80% des victimes étaient des femmes, selon les régions et les périodes. Cette disproportion ne peut s'expliquer uniquement par les préjugés misogynes du Malleus. Elle reflète la condition féminine dans les sociétés européennes de l'époque moderne. Les femmes, seules, veuves, célibataires, celles qui vivaient en marge des structures familiales traditionnelles, constituaient des cibles privilégiées. Elles n'avaient pas de protecteur masculin pour les défendre, pas de réseau social pour témoigner en leur faveur. Les femmes âgées étaient particulièrement vulnérables. Leur apparence physique, marquée par les années de labeur et de privation, correspondait à l'image de la sorcière véhiculée par l'iconographie populaire. Leur isolement social les rendait suspectes. Leur connaissance en matière de plantes médicinales, héritée de générations de pratiques empiriques, pouvait être interprétée comme des savoirs occultes. Quand le malheur frappait un village,
quand une vache tombait malade ou qu'un enfant mourait subitement, le regard se tournait naturellement vers ces vieilles femmes qui vivaient seules à la lisière de la communauté. Le profil des accusés révèle les fractures sociales de l'Europe moderne. Les veuves figuraient en bonne place parmi les victimes, privées de la protection d'un époux, souvent réduites à la mendicité ou à de petits travaux mal rémunérés. Elles dépendaient de la charité de leurs voisins. Cette dépendance créait des tensions. Quand une veuve se voyait refuser l'aumône, elle marmonnait parfois des imprécations. Si un malheur frappait ensuite la famille qui l'avait repoussée, on se souvenait de ses paroles et on les interprétait comme un maléfice. La culpabilité de n'avoir pas aidé une pauvre femme se transformait en accusation contre elle. Les guérisseuses, les herboristes, les sages des villages constituaient une autre catégorie à risque. Ces femmes possédaient des savoirs empiriques sur les plantes médicinales, les accouchements, les remèdes populaires. Elles soignaient les malades quand le médecin coûtait trop cher ou habitait trop loin. Mais cette compétence les rendait suspectes. D'où tenaient-elles ces connaissances, sinon du diable? Quand un traitement échouait, quand un patient mourait malgré leurs soins, on les accusait d'avoir provoqué le mal plutôt que de l'avoir combattu. Le malheur s'acharnait particulièrement sur les sages femmes, les présentant comme les pourvoyeuses de chair fraîche pour les festins du sabbat. Les femmes au caractère affirmé, celles qui osaient répondre à leur mari, contester l'autorité des notables, refuser les avances d'un homme, couraient également un danger accru. La société patriarcale de l'époque moderne attendait des femmes soumission et silence. Celles qui dérogeaient à cette norme devenaient des cibles naturelles. Helena Schöberin, la femme qui avait osé critiquer publiquement l'inquisiteur Kramer à Innsbruck, en offre l'exemple le plus frappant. Son indépendance d'esprit faillit lui coûter la vie. Les conflits de voisinage alimentaient la machine persécutrice. Dans les communautés rurales, où chacun vivait sous le regard de tous, les rancœurs s'accumulaient au fil des générations. Une querelle pour une limite de champ, un cochon qui avait ravagé le potager d'à côté, une rivalité amoureuse de jeunesse. Ces griefs anciens ressurgissaient au moment des procès. Dénoncer sa voisine comme sorcière permettait de régler des comptes, de se débarrasser d'une rivale, de s'emparer de ses biens après sa condamnation. Les juges encourageaient ces dénonciations, promettant l'anonymat aux accusateurs et récompensant leur zèle. Les enfants jouèrent un rôle troublant dans de nombreux procès. Le Malleus acceptait leurs témoignages comme preuve recevable, contrairement aux règles habituelles du droit qui considéraient les mineurs comme des témoins peu fiables. Des fillettes et des garçons de 7 ou 8 ans comparurent devant les tribunaux pour accuser leur mère, leur grand-mère, leur voisine. Certains avaient été manipulés par des adultes qui leur soufflaient les réponses. D'autres, pris dans l'excitation collective, inventaient des histoires de plus en plus extravagantes pour attirer l'attention. À Salem, ce furent des adolescentes, en proie à des crises convulsives, qui déclenchèrent la vague d'accusations. L'affaire des enfants de Zugarramurdi illustre cette instrumentalisation de la parole enfantine. Un garçon de 6 ans, Hans Gagstadt, affirma avoir assisté à des sabbats en compagnie de sa mère. Il décrivit avec une précision surprenante les rituels auxquels il prétendait avoir participé. Les danses autour du feu, les onguents magiques, les métamorphoses en animaux. Ces récits correspondaient exactement aux descriptions des traités de démonologie. Avait-il entendu ces histoires de la bouche des adultes? Avait-on guidé ses réponses lors des interrogatoires? Les archives ne permettent pas de trancher, mais la coïncidence reste troublante. La torture des enfants
bien que plus rare que celle des adultes, n'était pas inconnue. Les archives suisses mentionnent des fillettes de 9 et 12 ans, soumises à l'estrapade pour leur faire avouer leur participation au sabbat. Ces séances devaient, selon les juges, libérer les jeunes âmes de l'emprise du démon qui les avait séduites. La souffrance physique était présentée comme un acte de miséricorde, une purification nécessaire avant le châtiment final. Certains enfants furent brûlés aux côtés de leur mère, main dans la main, jusqu'au bûcher. Le contexte économique et climatique de l'époque moderne aggrava considérablement les persécutions. Le petit âge glaciaire, qui refroidit les températures européennes du milieu du XVIe siècle au début du XIXe, provoqua des récoltes catastrophiques, des famines récurrentes, des épidémies dévastatrices. Les communautés rurales, déjà fragilisées par les guerres de religion, cherchaient des explications à leur malheur. La sorcellerie offrait une réponse simple. Si les récoltes pourrissaient sur pied, si le bétail mourait sans raison apparente, si les enfants succombaient à des maladies mystérieuses, c'était l'œuvre de femmes malfaisantes en ligue avec Satan. Les historiens ont établi une corrélation statistique entre les pics de persécution et les crises climatiques. Les années de mauvaises récoltes correspondent aux vagues d'accusations les plus intenses. Quand le blé manquait et que les ventres criaient famine, la colère populaire se tournait contre les sorcières supposées responsables du désastre. Les autorités, incapables de résoudre les problèmes économiques, canalisaient cette colère vers des boucs émissaires commodes. Brûler quelques femmes coûtait moins cher que nourrir une population affamée. Les guerres de religion amplifièrent encore le phénomène. La Réforme avait brisé l'unité spirituelle de l'Europe, créant un climat de suspicion et d'intolérance généralisée. Catholiques et protestants s'accusaient mutuellement d'hérésie, chaque camp cherchant à prouver sa pureté doctrinale en pourchassant les déviants. Les régions frontalières, où les deux confessions se côtoyaient et s'affrontaient, connurent les persécutions les plus violentes. La chasse aux sorcières devenait un moyen de démontrer son orthodoxie, de prouver que l'on combattait efficacement les forces du mal. L'Allemagne, épicentre de la Réforme et champ de bataille des guerres confessionnelles, paya le tribut le plus lourd. La guerre de 30 ans, qui ravagea le Saint-Empire de 1618 à 1648, coïncida avec l'apogée des persécutions. Des régions entières furent dévastées par les armées, les épidémies, les famines. Dans ce chaos, les accusations de sorcellerie proliférèrent comme jamais. Les princes, évêques de Bamberg et de Würzburg, transformèrent leur territoire en véritables usines à procès, condamnant des centaines de personnes en quelques années. Le cas de Bamberg reste l'un des plus terrifiants de toute l'histoire européenne. Entre 1623 et 1633, l'évêque Johann Georg II Fuchs von Dornheim, surnommé l'évêque sorcier par ses contemporains, fit construire une prison spéciale pour les accusés de sorcellerie, équipée de chambres de torture perfectionnées. Plus de 600 personnes y furent enfermées, interrogées, suppliciées. Parmi les victimes figuraient des bourgeois respectables, des fonctionnaires, un ancien bourgmestre de la ville. Personne n'était à l'abri. Les dénonciations en chaîne créèrent une spirale de terreur qui ne s'arrêta qu'avec la mort de l'évêque et l'arrivée des armées suédoises. Un document extraordinaire nous est parvenu de cette période. La lettre qu'un certain Johannes Junius, ancien bourgmestre de Bamberg, réussit à faire passer clandestinement à sa fille depuis sa cellule. Arrêté en 1628 sur dénonciation,
Junius subit des tortures épouvantables. Dans sa lettre, il décrit les supplices qu'on lui infligea, les brodequins qui broyèrent ses jambes, l'estrapade qui disloqua ses épaules, les pouces écrasés dans les grésillons. Il raconte comment, à bout de force, il finit par avouer tout ce que ses bourreaux voulaient entendre. Il confessa avoir rencontré une succube déguisée en jeune fille, avoir assisté à des sabbats, avoir renié sa foi chrétienne. Tout était faux, écrit-il à sa fille, mais la douleur était trop grande pour continuer à résister. Johannes Junius fut brûlé peu après avoir rédigé cette lettre. Son témoignage, miraculeusement préservé, offre un aperçu unique sur la mécanique des aveux forcés. Cet homme cultivé, ancien responsable municipal, membre respecté de sa communauté, savait parfaitement que ses confessions étaient mensongères. Mais face à la torture, la vérité n'avait plus d'importance. Il ne s'agissait plus que de mettre fin à la souffrance, quitte à mourir sur le bûcher quelques jours plus tard. Combien d'autres victimes, moins instruites, moins capables de formuler leur expérience, vécurent le même calvaire sans laisser de traces écrites. Les procès de Bamberg révèlent également la dimension économique des persécutions. Les biens des condamnés étaient confisqués au profit de l'évêché. Les familles devaient payer les frais de détention, de torture et d'exécution. La chasse aux sorcières enrichissait ses organisateurs tout en appauvrissant les survivants. Certains historiens ont suggéré que l'évêque poursuivait délibérément des bourgeois fortunés pour renflouer ses caisses vidées par la guerre. L'accusation de sorcellerie devenait un outil de prédation financière autant que de contrôle social. Le déclin de la chasse aux sorcières ne survint pas brutalement. Il s'étendit sur plusieurs décennies, avec des rythmes différents selon les régions. Les derniers bûchers s'allumèrent, alors même que les premiers philosophes des Lumières commençaient à remettre en question les fondements de la persécution. Anna Göldi, exécutée en Suisse en 1782, est souvent considérée comme la dernière sorcière officiellement condamnée en Europe occidentale. Mais des procès sporadiques se poursuivirent encore plus tard, en Pologne et dans les confins orientaux du continent. Plusieurs facteurs convergèrent pour mettre fin à cette folie meurtrière. Le premier fut d'ordre juridique. Les magistrats les plus éclairés commencèrent à s'interroger sur la validité des preuves utilisées dans les procès de sorcellerie. Les aveux obtenus sous la torture étaient-ils fiables? Les témoignages d'enfants et de complices présumés méritaient-ils crédit? Le Parlement de Paris, dès le milieu du XVIIe siècle, refusait de plus en plus souvent de confirmer les condamnations à mort prononcées par les juridictions provinciales. Les juges parisiens exigeaient des preuves tangibles, pas des confessions arrachées dans la souffrance. En 1682, Louis XIV promulgua un édit qui décriminalisa effectivement la sorcellerie en France. Le texte ne niait pas explicitement l'existence des sorcières, mais il attribuait les accusations à des préjugés et superstitions indignes d'un royaume éclairé. Les tribunaux français cessèrent dès lors de poursuivre pour ce motif. D'autres pays suivirent progressivement cet exemple. En Angleterre, la loi sur la sorcellerie de 1735 abolit le crime de sorcellerie en tant que tel, le remplaçant par celui d'escroquerie pour ceux qui prétendaient posséder des pouvoirs magiques. Le coût financier des procès contribua également à leur abandon. Ces procédures, interminables, avec leurs séances de torture répétées, leurs détentions prolongées, leurs exécutions publiques, grevaient lourdement les budgets des juridictions locales. Les familles des accusés, ruinées par les frais qu'on leur imposait, ne pouvaient plus payer leurs impôts. Des villages entiers se retrouvaient économiquement exsangues
après une vague de persécutions. Les autorités réalisèrent qu'il était plus rentable de tolérer quelques prétendues sorcières que de détruire le tissu économique de leur territoire. L'émergence d'une pensée médicale nouvelle joua un rôle décisif. Les médecins du XVIIe siècle commencèrent à proposer des explications naturelles pour les phénomènes attribués à la sorcellerie. Les convulsions des possédés pouvaient résulter de maladies nerveuses. Les hallucinations des accusés pouvaient être causées par des troubles mentaux ou par l'ingestion de substances toxiques. L'ergot de seigle, un champignon parasite des céréales, provoque des symptômes qui ressemblent étrangement à ceux décrits dans les procès. Convulsions, visions, sensations de vol. Certains historiens ont suggéré que des épidémies d'ergotisme pourraient expliquer des vagues d'accusations dans certaines régions céréalières. La médecine naturalisa ainsi la souffrance et la maladie, les soustrayant au domaine du surnaturel. Si les maux du corps avaient des causes physiques, ils n'étaient plus imputables aux maléfices des sorcières. Le diable perdait son pouvoir d'explication universelle. Les médecins, de plus en plus influents dans les tribunaux comme experts, contestaient les interprétations démonologiques de leurs collègues ecclésiastiques. Cette rivalité professionnelle contribua à délégitimer les procès de sorcellerie. Les affaires de possession qui éclatèrent au début du XVIIe siècle marquèrent paradoxalement un tournant. À Loudun, entre 1634 et 1637, des religieuses ursulines prétendirent être possédées par des démons envoyés par le curé Urbain Grandier. L'affaire prit des proportions considérables, attirant des foules de curieux venus assister aux exorcismes publics. Grandier fut finalement brûlé, mais le spectacle des religieuses déconvulsant sur commande suscita le scepticisme de nombreux observateurs. Ces possessions semblaient trop théâtrales, trop opportunes, trop manifestement mises en scène pour être authentiques. Après Loudun, les autorités ecclésiastiques adoptèrent une approche différente face aux cas de possession. Plutôt que de torturer et d'exécuter les prétendues sorcières responsables, on confia les possédés à des prêtres exorcistes qui les soignaient, les écoutaient, tentaient de libérer leurs paroles. Cette évolution témoignait d'un changement de regard. La possession n'était plus nécessairement l'œuvre d'une sorcière malveillante. Elle pouvait résulter de troubles intérieurs que la prière et l'accompagnement spirituel suffiraient à guérir. Les philosophes des Lumières portèrent le coup de grâce à la croyance en la sorcellerie. Voltaire, Montesquieu, Beccaria dénoncèrent l'absurdité des procès, la cruauté des supplices, l'injustice des condamnations fondées sur des aveux extorqués. Pour ces penseurs rationalistes, la chasse aux sorcières incarnait tout ce que l'Ancien Régime avait de plus obscurantiste et de plus barbare. Ils y voyaient le fruit de la superstition populaire, encouragée par un clergé manipulateur. Leurs écrits, diffusés dans toute l'Europe cultivée, contribuèrent à rendre les procès de sorcellerie intellectuellement indéfendables. Cesare Beccaria, dans son traité « Des délits et des peines », publié en 1764, s'attaqua frontalement à l'usage de la torture judiciaire. Il démontra que les aveux obtenus par la violence n'avaient aucune valeur probante, puisque le supplicié confessera n'importe quoi pour mettre fin à ses souffrances. Cette critique, qui visait l'ensemble du système pénal de l'époque, sapait les fondements mêmes des procès de sorcellerie. Sans torture, plus d'aveux. Sans aveux, plus de condamnation. Le raisonnement était imparable. Le mouvement romantique du 19e siècle réhabilita paradoxalement la figure de la sorcière,
mais sous un jour entièrement nouveau. Jules Michelet, dans son ouvrage « La sorcière » publié en 1862, fit de ces femmes persécutées des héroïnes de la résistance populaire contre l'oppression religieuse. Pour lui, les sorcières étaient des guérisseuses, des détentrices de savoirs ancestraux, des victimes de l'intolérance masculine et cléricale. Cette vision, contestée par les historiens modernes pour son romantisme excessif, contribua néanmoins à renverser l'image traditionnelle de la sorcière maléfique. Le livre de Michelet eut du mal à trouver un éditeur et provoqua un scandale lors de sa parution. L'auteur se défendit en présentant son travail comme une œuvre d'historien, non de romancier. Il accusait l'Église d'avoir organisé la chasse aux sorcières, non seulement au Moyen Âge, mais aussi au XVIe, XVIIe et XVIIIe siècle. Cette thèse anticléricale, formulée dans le contexte des tensions entre l'État républicain et l'Église catholique, donna à la question des sorcières une dimension politique nouvelle. Les mouvements féministes des années 1970 s'emparèrent à leur tour de cette histoire. Pour ces militantes, la chasse aux sorcières représentait le péché originel du patriarcat moderne, une guerre systématique menée contre les femmes pour les soumettre au pouvoir masculin. La sorcière devint un symbole de résistance, une figure à revendiquer plutôt qu'à craindre. Des revues comme Sorcières, fondées en France par Xavier Gauthier, exploraient les pratiques subversives des femmes à travers l'histoire. Cette relecture, parfois accusée d'anachronisme par les universitaires, eut le mérite de replacer la question du genre au cœur de l'analyse. Les historiennes féministes comme Silvia Federici proposèrent une interprétation économique des persécutions. Dans son ouvrage « Caliban et la sorcière », elle relie la chasse aux sorcières à l'émergence du capitalisme. La destruction des savoirs féminins traditionnels, notamment en matière de contraception et d'avortement, aurait servi à contrôler la reproduction de la force de travail. L'appropriation des terres communales, qui privait les femmes de ressources indépendantes, les aurait rendues plus vulnérables aux accusations. Cette thèse, stimulante mais controversée, ouvre des perspectives nouvelles sur les liens entre persécution religieuse et transformation économique. L'historienne Christina Larner, spécialiste de la chasse aux sorcières en Écosse, formula une distinction importante. La sorcellerie n'était pas spécifique au sexe, mais elle était liée au sexe. Autrement dit, des hommes furent aussi accusés et exécutés, mais les femmes constituaient la majorité des victimes parce qu'elles correspondaient mieux aux stéréotypes de la sorcière construits par les démonologues. Cette nuance permet de comprendre pourquoi certaines régions connurent des proportions différentes de victimes masculines et féminines, selon les périodes et les contextes locaux. Les recherches récentes ont considérablement affiné notre connaissance statistique du phénomène. L'historien Brian Levac estime qu'environ 110 000 procès pour sorcellerie eurent lieu en Europe sur 5 siècles, aboutissant à quelques 60 000 exécutions. Ces chiffres, bien que terrifiants, sont très inférieurs aux estimations fantaisistes qui circulaient encore au XXe siècle, évoquant parfois 9 millions de victimes. Cette inflation mémorielle témoigne de l'impact émotionnel que la chasse aux sorcières continue d'exercer sur les consciences contemporaines. Le Malleus Maleficarum ne fut pas le seul traité de démonologie à circuler dans l'Europe de la Renaissance. Il s'inscrivait dans une littérature abondante, près de 2000 ouvrages consacrés aux sorcières, aux démons, aux moyens de les combattre. Mais aucun n'atteignit sa diffusion ni son influence.
Le livre de Kramer devint la référence absolue, le manuel que tout magistrat consciencieux devait posséder dans sa bibliothèque. Son format relativement compact, adapté à la poche, permettait de le consulter discrètement pendant les audiences. Parmi les autres traités influents, le Formicarius de Johannes Nider, rédigé vers 1435, précéda le Malleus d'un demi-siècle. Ce dominicain suisse y décrivait les pratiques supposées des sorciers des Alpes, posant les bases du stéréotype sabbatique que Kramer systématiserait plus tard. Le Directorium Inquisitorum de Nicolas Eymerich, datant de 1376, fournissait aux inquisiteurs un cadre juridique pour poursuivre les hérétiques de toutes sortes. Kramer puisa abondamment dans ses sources, compilant et radicalisant leurs enseignements. En France, Jean Bodin publia en 1580 La démonomanie des sorciers, un ouvrage qui connut un succès considérable. Ce juriste éminent, par ailleurs auteur de traités de philosophie politique, y défendait la royalité de la sorcellerie avec une conviction fanatique. Il reprochait aux magistrats leur excessive clémence et réclamait des procédures accélérées pour éliminer plus efficacement les servantes de Satan. Son livre influença particulièrement les tribunaux laïcs français, contribuant à l'augmentation des condamnations dans les dernières décennies du XVIe siècle. Nicolas Rémy, procureur général de Lorraine, alla plus loin encore. Dans sa démonolatrie publiée en 1595, il se vantait d'avoir fait condamner plus de 900 sorcières en 15 ans d'exercice. Son ouvrage, fondé sur les aveux qu'il avait lui-même extorqués, décrivait avec une précision morbide les crimes supposés des accusés. Rémy considérait que la torture était insuffisamment utilisée et que trop de sorcières échappaient au châtiment par la négligence des juges. Sa cruauté méthodique fit de la Lorraine l'une des régions les plus touchées par les persécutions. Pierre de l'Ancre, le magistrat qui ravagea le Labourd en 1609, rédigea lui aussi ses mémoires de chasseur de sorcières. Son tableau de l'inconstance des mauvais anges et démons, publié en 1612, offre un témoignage fascinant sur la mentalité d'un persécuteur. De l'Ancre y décrit les sabbats auxquels les accusés prétendaient avoir participé, illustrant son récit de gravure représentant ces assemblées diaboliques. L'ouvrage mêle érudition théologique, récits horrifiques et observations ethnographiques sur les mœurs basques que le magistrat jugeait particulièrement propices à la sorcellerie. Ces traités partageaient une caractéristique commune. Ils présentaient comme des faits établis des événements qui n'existaient que dans l'imagination de leurs auteurs et dans les aveux extorqués aux accusés. Le sabbat, le vol nocturne, le pacte avec le diable, les métamorphoses en animaux. Aucun de ces phénomènes n'avait jamais été observé directement. Tout reposait sur des témoignages de seconde main, des confessions obtenues sous la torture, des rumeurs colportées de village en village. Mais la répétition de ces récits dans des dizaines d'ouvrages leur conférait une apparence de vérité irréfutable. La structure argumentative du Malleus mérite une analyse particulière. Kramer utilisait la méthode scolastique, héritée des universités médiévales, pour donner à ses affirmations une apparence de rigueur logique. Chaque question était posée. Les objections possibles étaient énumérées, puis réfutées une à une, avant que la conclusion ne soit énoncée. Ce formalisme intellectuel impressionnait les lecteurs peu familiers avec les subtilités de la théologie. Ils avaient l'impression de lire une démonstration scientifique, alors qu'ils n'avaient sous les yeux qu'un tissu de préjugés habilement présentés.
Les citations d'autorité renforçaient cette impression de sérieux. Kramer invoquait constamment saint Augustin, saint Thomas d'Aquin, les Écritures saintes, les décrets des conciles. Ces références, souvent sorties de leur contexte ou interprétées de manière tendancieuse, donnaient au Malleus l'apparence d'un ouvrage orthodoxe, conforme à la doctrine de l'Église. Les magistrats qui le consultaient n'avaient ni le temps ni les compétences pour vérifier l'exactitude de ces citations. Ils faisaient confiance à l'érudition affichée de l'auteur. La misogynie du Malleus s'appuyait elle aussi sur des autorités vénérables. Kramer citait les pères de l'Église, les philosophes antiques, les médecins médiévaux pour justifier sa théorie de l'infériorité féminine. La femme était plus crédule que l'homme, plus susceptible de céder aux tentations, plus encline à la luxure. Ces préjugés, largement partagés à l'époque, trouvaient dans le livre une expression systématique et radicale. Le dominicain ne se contentait pas de répéter les lieux communs de son temps. Il les organisait en un système cohérent, destiné à justifier la persécution. L'étymologie fantaisiste du mot femina, que Kramer faisait dériver de feu et minus, illustre sa méthode. Cette dérivation est linguistiquement absurde, le mot latin « femina » n'ayant aucun rapport avec « fides », mais l'inquisiteur l'utilisait comme preuve de l'infériorité naturelle des femmes en matière de foi, qui aurait osé contester cette affirmation, présentée avec l'assurance d'un docteur en théologie. Les magistrats qui lisaient le Malleus n'étaient pas des philologues. Ils acceptaient cette étymologie comme ils acceptaient le reste, sur la foi de l'autorité de l'auteur. Le passage le plus extravagant du livre concerne peut-être le prétendu pouvoir des sorcières de voler le membre viril des hommes. Kramer affirme sérieusement que ces femmes collectionnent les pénis dérobés, les conservant dans des nids d'oiseaux où ils y bougent comme s'ils étaient vivants et mangent de l'avoine et du maïs. Cette affirmation délirante, qui prêterait à rire si elle n'avait pas servi à condamner des innocentes, révèle l'obsession sexuelle qui sous-tendait toute l'entreprise du Malleus. Kramer projetait sur les sorcières ses propres terreurs et ses propres fantasmes. Les historiens modernes se sont interrogés sur la santé mentale de l'auteur du Malleus. Le professeur Malcolm Gaskill l'a qualifié de « psychopathe superstitieux ». L'évêque d'Innsbruck, qui l'avait expulsé de son diocèse, le traitait de « sénile et fou ». Ses contemporains eux-mêmes reconnaissaient son caractère excessif, son obsession malsaine pour la sexualité féminine, son incapacité à accepter la contradiction. Mais ces jugements n'empêchèrent pas son livre de prospérer pendant 2 siècles. Comment expliquer ce paradoxe ? Le Malleus répondait à une demande sociale. Les magistrats confrontés à des accusations de sorcellerie avaient besoin d'un guide pratique. Les populations terrorisées par les malheurs de l'époque cherchaient des coupables. Le clergé voulait affirmer son autorité face aux hérésies protestantes et aux résurgences du paganisme. Le livre de Kramer offrait à chacun ce qu'il cherchait. Aux juges, des procédures claires, aux fidèles, des explications rassurantes, aux prêtres, une justification théologique de leur pouvoir. L'imprimerie joua un rôle déterminant dans la diffusion du Malleus. Avant Gutenberg, un tel ouvrage serait resté confiné à quelques bibliothèques monastiques, recopié laborieusement par des scribes, accessible à une poignée de lettrés. L'invention des caractères mobiles permit de produire des centaines d'exemplaires en quelques mois, de les diffuser dans toute l'Europe germanophone, puis au-delà. Le Malleus fut l'un des premiers best-sellers de l'ère moderne, un succès de librairie fondé sur la terreur et la haine. Les exemplaires qui nous sont parvenus
portent souvent les traces d'un usage intensif. Pages cornées, passages soulignés, annotations marginales témoignent de la consultation régulière de ces livres par des générations de magistrats. Certains exemplaires, conservés à la Bibliothèque nationale de France ou dans les archives allemandes, présentent des taches suspectes. Peut-être le sang des accusés qui avaient éclaboussé le livre posé sur la table du juge pendant les interrogatoires. Ces objets matériels nous rappellent que le Malleus n'était pas une abstraction théologique, mais un instrument concret de persécution. La condamnation du livre par la faculté de théologie de Cologne, souvent mentionnée par les historiens, mérite d'être nuancée. Les théologiens de Cologne reprochèrent au Malleus ses procédures illégales et ses contradictions avec la doctrine catholique, mais ils ne contestèrent pas fondamentalement la réalité de la sorcellerie, ni la nécessité de la combattre. Leur critique portait sur les méthodes, non sur les objectifs. Cette distinction explique pourquoi le livre put continuer à circuler malgré cette désapprobation officielle. Les victimes du Malleus Maleficarum ne furent pas seulement des individus. Des familles entières furent détruites, des lignées anéanties, des communautés déchirées par la suspicion et la délation. Les enfants des condamnés grandissaient marqués du sceau de l'infamie, incapables de trouver un époux ou une épouse, exclus des corporations et des charges publiques. La tâche de la sorcellerie se transmettait de génération en génération, condamnant les descendants à une existence marginale. Les archives judiciaires conservent les traces de ces drames familiaux. À Bamberg, une certaine Anna Spee fut brûlée en 1628. Son mari, tentant de la défendre, fut à son tour accusé et exécuté. Leurs enfants, devenus orphelins, furent chassés de la ville. L'un des fils, Friedrich Spee, devint jésuite et consacra sa vie à combattre les persécutions dont sa famille avait été victime. Son ouvrage, Cautio Criminalis, publié anonymement en 1631, constitue l'une des premières critiques systématiques des procès de sorcellerie. Il y dénonçait l'usage de la torture, l'absurdité des preuves retenues, l'injustice fondamentale de ces procédures. On raconte que ses cheveux avaient blanchi prématurément, tant l'horreur de ce qu'il avait vu comme confesseur des condamnés l'avait marqué. Friedrich Spee n'était pas un sceptique radical niant l'existence de la sorcellerie. En bon jésuite de son temps, il admettait que le diable pouvait agir dans le monde et que certaines femmes avaient peut-être conclu des pactes avec lui. Mais il affirmait que les méthodes employées pour identifier ces sorcières étaient si viciées qu'elles ne pouvaient aboutir qu'à la condamnation d'innocentes. La torture, écrivait-il, ferait avouer n'importe quoi à n'importe qui. Les témoignages de complices présumés, eux-mêmes torturés, ne valaient rien. Les juges, convaincus d'avance de la culpabilité des accusés, interprétaient tout indice à charge et ignoraient tout élément à décharge. La Cautio Criminalis circula d'abord clandestinement, son auteur craignant les représailles. Le livre finit par être attribué à Spee après sa mort, survenue en 1635, alors qu'il soignait des soldats atteints de la peste. Son influence fut considérable. Des magistrats qui l'avaient lu commencèrent à douter de leurs propres pratiques. Des princes ordonnèrent la suspension des procès dans leur territoire. L'ouvrage contribua au déclin des persécutions dans les régions catholiques d'Allemagne. Même si des bûchers continuèrent à s'allumer ailleurs pendant plusieurs décennies. D'autres voix s'élevèrent contre la folie persécutrice, souvent au péril de leur vie. Johann Weyer, médecin du duc de Clèves, publia en 1563 un traité intitulé De Praestigiis Daemonum. Il y soutenait que les femmes accusées de sorcellerie
étaient en réalité des malades mentales, victimes de la mélancolie ou d'autres affections de l'esprit. Le diable, affirmait Veilleur, les trompait par des illusions, leur faisant croire qu'elles avaient accompli des actes impossibles. Ces femmes méritaient de la compassion et les soins des médecins, non la torture et le bûcher. Jean Bodin répondit à Veilleur par une attaque virulente, l'accusant lui-même de complicité avec le démon. Reginald Scott, un gentleman anglais, alla plus loin encore dans son Discovery of Witchcraft, publié en 1584. Il niait purement et simplement la réalité de la sorcellerie, affirmant que les prétendus pouvoirs des sorcières n'étaient que superstitions de bonnes femmes et tours de prestidigitation. Son livre, d'une audace remarquable pour l'époque, fut brûlé sur ordre du roi Jacques VI d'Écosse, furieux qu'on osât contester ses propres convictions démonologiques. Mais les idées de Scott continuèrent à circuler sous le manteau, nourrissant le scepticisme croissant des élites cultivées. Ces critiques restèrent longtemps minoritaires. La majorité des intellectuels européens continuaient à croire à la réalité de la sorcellerie et à la nécessité de la réprimer. Les sceptiques étaient accusés d'impiété, voire de complicité avec Satan. Nier l'existence des sorcières revenait à nier l'existence du diable, donc à nier l'existence de Dieu. Cette équivalence, martelée par les démonologues, rendait toute contestation dangereuse. Il fallait un courage considérable pour s'opposer publiquement à la chasse aux sorcières. Les femmes elles-mêmes ne restèrent pas entièrement passives face à la persécution. Certaines tentèrent de fuir avant d'être arrêtées, abandonnant famille et biens pour échapper au bûcher. D'autres résistèrent courageusement à la torture, refusant d'avouer des crimes qu'elles n'avaient pas commis. Les archives mentionnent des accusés qui tinrent bon pendant des semaines de supplice, défiant leurs bourreaux avec une force de caractère extraordinaire. Une femme de Rouffach, soumise à l'estrapade, hurla qu'elle ne pourrait rien avouer, même si on lui arrachait le cœur, puisqu'elle n'avait rien à dire. Ces résistances individuelles ne pouvaient cependant pas renverser un système conçu pour briser toute opposition. Les juges disposaient de moyens illimités pour obtenir les aveux qu'ils recherchaient. Si une accusée résistait à un degré de torture, on passait au suivant. Si elle persistait dans ses dénégations, on interprétait cette résistance comme la preuve que le diable la protégeait, ce qui justifiait de redoubler d'efforts. Le système était verrouillé de l'intérieur, incapable de reconnaître l'innocence de quiconque était entré dans ses griffes. Quelques rares accusés parvinrent néanmoins à obtenir leur libération. Helena Schöberin, la femme qui avait défié Kramer à Innsbruck, fut acquittée grâce à l'intervention de l'évêque Georg Golser. Mais ce cas resta exceptionnel. Il fallait disposer de protecteurs puissants, de ressources financières considérables, d'une réputation irréprochable pour espérer échapper au bûcher une fois le processus enclenché. Les pauvres, les marginales, les femmes seules n'avaient aucune chance. La mémoire des victimes fut longtemps occultée. Pendant des siècles, les condamnés pour sorcellerie restèrent des criminels, aux yeux de l'histoire officielle. Leurs noms figuraient dans les registres judiciaires, à côté de ceux des voleurs et des assassins. Leurs descendants cachaient cette ascendance honteuse, craignant que la tache ne rejaillisse sur eux. Il fallut attendre le XXe siècle pour que des historiens commencent à exhumer ces archives et à redonner un visage aux victimes. Des initiatives récentes visant à réhabiliter officiellement les condamnés. En 2008, le Parlement du canton de Glaris, en Suisse, a réhabilité Anna Göldi.
reconnaissant qu'elle avait été victime d'un meurtre judiciaire. D'autres cantons suisses ont suivi cet exemple. En Écosse, une loi adoptée en 2022 a gracié à titre posthume les milliers de personnes exécutées pour sorcellerie entre le XVIe et le XVIIIe siècle. Ces gestes symboliques, tardifs mais significatifs, témoignent d'une prise de conscience collective de l'injustice commise. La ville de Gand, en Belgique, a elle aussi entrepris de réhabiliter ses victimes. Les historiens ont recensé les procès tenus dans la région, identifié les noms des condamnés, reconstitué leur biographie autant que les sources le permettaient. Des plaques commémoratives ont été apposées sur les lieux d'exécution. Des cérémonies du souvenir sont organisées chaque année. Ces initiatives transforment des criminels oubliés en martyrs reconnus, inversant le verdict de l'histoire. Mais la réhabilitation ne peut pas effacer la souffrance. Des dizaines de milliers de femmes et quelques milliers d'hommes ont péri dans des conditions atroces pour des crimes imaginaires. Leurs dernières heures furent un calvaire de douleur et de terreur. Beaucoup moururent n'en croyant sincèrement qu'elles étaient damnées, que le diable qu'elles avaient confessé avoir servi les attendait dans l'au-delà pour les tourmenter éternellement. La torture avait brisé non seulement leur corps, mais aussi leurs esprits. Les bourreaux, eux, moururent généralement dans leur lit, respectés par leurs concitoyens. Heinrich Kramer termina ses jours en Bohême en 1505, continuant jusqu'au bout à prêcher contre les sorcières. Jean Bodin, Pierre de l'Ancre, Nicolas Rémy furent honorés de leur vivant comme des serviteurs zélés de la justice et de la foi. Leurs ouvrages furent réédités, cités, admirés. L'histoire leur donna raison pendant des siècles avant de renverser son jugement. Le Malleus Maleficarum lui-même connut une étrange postérité. Après avoir été le manuel des persécuteurs, il devint au XIXe siècle un objet de curiosité pour les occultistes et les amateurs de littérature gothique. Des éditions savantes furent publiées, accompagnées de commentaires érudits. Le livre qui avait tué des milliers de femmes se transforma en pièce de collection, en source pour les romanciers en quête d'atmosphère médiévale, en témoignage d'une époque révolue. Cette récupération esthétique pose question. Peut-on lire le Malleus comme un simple document historique, en oubliant le sang dont ces pages sont métaphoriquement tachées? Les échos de la chasse aux sorcières résonnent encore dans notre monde contemporain. L'expression elle-même est passée dans le langage courant pour désigner toute persécution systématique d'un groupe désigné comme bouc émissaire. Le macartisme américain des années 1950, qui traquait les sympathisants communistes réels ou supposés, fut qualifié de « chasse aux sorcières » par ses détracteurs. Arthur Miller, dans sa pièce « Les sorcières de Salem », écrite en 1953, utilisa les procès du Massachusetts pour dénoncer l'hystérie anticommuniste de son époque. La métaphore reste vivante chaque fois qu'une société s'abandonne à la peur et à la délation. Mais au-delà de la métaphore, de véritables chasses aux sorcières continuent de se produire dans certaines régions du monde. En Afrique subsaharienne, des milliers de personnes, principalement des femmes âgées et des enfants, sont accusées chaque année de sorcellerie. Les conséquences vont de l'ostracisme social au lynchage pur et simple. En Tanzanie, plus de 3000 personnes auraient été tuées pour sorcellerie entre 2005 et 2011, selon certaines estimations. En Papouasie-Nouvelle-Guinée, des femmes accusées de magie noire sont régulièrement torturées et brûlées vives par des foules en colère. Ces persécutions contemporaines présentent des similitudes troublantes avec celles de l'Europe moderne.
Les accusations surgissent souvent après un malheur inexpliqué, la mort d'un enfant, une épidémie, une mauvaise récolte. Les victimes sont généralement des personnes marginalisées, sans protecteur puissant pour les défendre. La torture est utilisée pour obtenir des aveux. Les exécutions ont lieu en public, avec la participation active de la communauté. Les autorités officielles, quand elles n'encouragent pas ces violences, se montrent souvent impuissantes à les prévenir. Les organisations de défense des droits humains documentent ces atrocités et tentent de protéger les victimes potentielles. Des refuges accueillent les femmes accusées de sorcellerie qui ont réussi à fuir leur village. Des programmes éducatifs cherchent à combattre les croyances qui alimentent les persécutions. Mais le phénomène persiste, alimenté par la pauvreté, l'ignorance, l'absence de système de santé capable d'expliquer rationnellement les maladies et les décès. La sorcellerie offre une explication simple à des malheurs complexes, et cette simplicité la rend terriblement séduisante. Le Malleus Maleficarum n'est évidemment pas la cause directe de ces persécutions africaines ou océaniennes. Les croyances en la sorcellerie existaient dans ces régions bien avant l'arrivée des Européens. Mais la colonisation a parfois renforcé ces croyances plutôt que de les combattre. Les missionnaires chrétiens, convaincus de la réalité du diable, validèrent involontairement les craintes locales concernant les puissances maléfiques. Les administrateurs coloniaux, peu soucieux de comprendre les cultures qu'ils dominaient, laissèrent les pratiques traditionnelles de persécution se perpétuer. L'héritage du Malleus se manifeste aussi de manière plus subtile dans les sociétés occidentales contemporaines. La figure de la sorcière continue de hanter notre imaginaire collectif, oscillant entre la vieille femme maléfique des contes pour enfants et l'héroïne subversive revendiquée par certains mouvements féministes. Halloween perpétue chaque année les stéréotypes visuels forgés par des siècles de persécution: le chapeau pointu, le balai, le chat noir, le nez crochu. Ces images, devenues inoffensives par leur banalisation, portent pourtant la mémoire de milliers de morts. La fascination contemporaine pour l'occulte et l'ésotérisme entretient une relation ambiguë avec cette histoire. Des mouvements néo-païens comme la Wicca revendiquent une filiation avec les prétendues sorcières de l'époque moderne, présentées comme les dernières dépositaires d'une sagesse pré-chrétienne. Cette reconstruction historique, largement fantasmée, transforme les victimes en héroïnes et les persécuteurs en agents d'une répression religieuse systématique. La réalité était plus complexe. Les accusées n'étaient généralement pas des prêtresses d'un culte secret, mais des femmes ordinaires prises dans une machine judiciaire devenue folle. Le succès de la saga Harry Potter et d'innombrables autres œuvres de fantasy témoigne de l'attrait persistant de la figure de la sorcière. Mais ces représentations contemporaines ont peu à voir avec les accusations du Malleus. Les sorcières de fiction volent sur des balais par magie, non par pacte démoniaque. Elles pratiquent des arts ésotériques, bénéfiques ou maléfiques, selon leur caractère, sans référence au sabbat ni à l'anthropophagie rituelle. La sorcellerie est devenue un pouvoir neutre, une capacité extraordinaire, comparable au super-pouvoir des héros de bandes dessinées. Cette neutralisation morale de la sorcellerie marque peut-être la victoire posthume des victimes sur leurs bourreaux. Le mot « sorcière » a perdu sa charge d'infamie. Des femmes se désignent elles-mêmes comme sorcières, sans craindre le bûcher, revendiquant une identité autrefois mortelle. Des boutiques ésotériques vendent des grimoires et des accessoires rituels en pleine rue, sans que personne ne songe à alerter les autorités.
Le désenchantement du monde, décrit par Max Weber, a vidé la sorcellerie de son pouvoir terrifiant. Mais cette banalisation comporte aussi des risques. En transformant la chasse aux sorcières en simple curiosité historique, on peut oublier les mécanismes qui l'ont rendue possible. La désignation de boucs émissaires, la propagation de la peur, l'abandon des garanties juridiques, l'usage de la torture pour obtenir des aveux. Ces pratiques n'ont pas disparu avec les derniers bûchers. Elles réapparaissent sous d'autres formes, contre d'autres victimes, chaque fois que les sociétés traversent des crises qui les poussent à chercher des coupables. Le Malleus Maleficarum nous rappelle aussi les dangers de l'expertise autoproclamée. Kramer se présentait comme un spécialiste de la sorcellerie, fort de son expérience d'inquisiteur et de sa formation théologique. Son livre affichait toutes les apparences de l'érudition, citations latines, références aux autorités, raisonnements syllogistiques. Les magistrats qui le consultaient n'avaient pas les moyens de vérifier ces affirmations. Ils faisaient confiance à un expert qui les trompait, consciemment ou non. Cette crédulité face aux experts n'a pas disparu. Dans nos sociétés contemporaines, des pseudo-scientifiques, des charlatans, des idéologues déguisés en chercheurs continuent de produire des ouvrages qui ressemblent à des travaux académiques sans en avoir la rigueur. La forme savante masque parfois des contenus dangereux. Le Malleus nous enseigne à nous méfier des apparences, à vérifier les sources, à questionner les autorités qui prétendent détenir la vérité absolue sur des sujets complexes. L'histoire de la chasse aux sorcières illustre également la facilité avec laquelle des institutions peuvent être détournées de leur fonction première. Les tribunaux existaient pour rendre la justice, protéger les innocents, punir les vrais criminels. Pendant 2 siècles, ils servirent à torturer et à tuer des personnes dont le seul crime était d'avoir été dénoncées par des voisins malveillants. Les procédures, censées garantir l'équité, furent systématiquement contournées ou perverties. L'appareil judiciaire devint un instrument de terreur plutôt que de protection. Cette perversion des institutions n'est jamais définitive. Le Parlement de Paris résista aux pressions populaires et ecclésiastiques, refusant de confirmer des condamnations qu'il jugeait mal fondées. Des évêques comme Georg Golser s'opposèrent aux inquisiteurs fanatiques. Des philosophes et des médecins contestèrent les fondements mêmes de la persécution. Ces résistances, d'abord isolées et timides, finirent par l'emporter. Le système s'effondra non pas d'un coup, mais par érosion progressive, à mesure que les voix critiques se multipliaient et que les certitudes des persécuteurs vacillaient. Cette leçon d'espoir mérite d'être retenue. Les injustices institutionnalisées peuvent sembler invincibles, mais elles ne le sont jamais tout à fait. Des individus courageux peuvent résister, témoigner, dénoncer. Leurs voix, d'abord étouffées, finissent par être entendues. Le changement prend du temps, parfois des générations, mais il finit par advenir. Les dernières sorcières brûlées en Europe le furent alors même que les philosophes des Lumières proclamaient déjà l'absurdité de ces persécutions. L'ancien monde mourait, tandis que le nouveau naissait. Que reste-t-il aujourd'hui du Malleus Maleficarum? Des exemplaires jaunis dans les bibliothèques, des éditions savantes, annotées par des historiens, des reproductions numériques, accessibles à quiconque dispose d'une connexion Internet. Le livre qui terrorisa l'Europe pendant 2 siècles est devenu un objet d'étude, une source primaire pour les chercheurs, une curiosité pour les amateurs d'histoire. Sa puissance meurtrière s'est évanouie avec le monde qui l'avait engendré. Les exemplaires conservés à la Bibliothèque nationale de France témoignent pourtant de la matérialité de cette histoire.
Leurs reliures usées, leurs pages marquées par des siècles de manipulation racontent une utilisation intensive. Des générations de magistrats ont feuilleté ces volumes, cherchant dans leurs pages les réponses à leurs questions. Comment reconnaître une sorcière? Comment la faire avouer? Comment la condamner en respectant les formes de la justice? Le Malleus répondait à tout, avec une assurance que rien ne semblait pouvoir ébranler. Les annotations marginales que l'on trouve dans certains exemplaires offrent un aperçu fascinant de la réception du livre. Des lecteurs ont souligné les passages qui leur semblaient particulièrement importants, ajouté des remarques personnelles, corrigé parfois des erreurs typographiques. Ces traces d'une lecture active rappellent que le Malleus n'était pas un texte mort, mais un outil vivant, constamment utilisé et réinterprété. Chaque magistrat qui l'ouvrait y trouvait ce qu'il cherchait, projetant ses propres obsessions sur les pages de Cramer. La question de la responsabilité se pose avec acuité face à cette histoire. Qui fut coupable de la mort de dizaines de milliers d'innocentes? Cramer certainement, qui rédigea le manuel des persécuteurs. Les papes, qui autorisèrent la chasse aux sorcières par leurs bulles. Les théologiens, qui élaborèrent la doctrine démonologique. Les magistrats, qui appliquèrent les procédures du Malleus. Les bourreaux qui maniaient les instruments de torture. Les témoins qui dénonçaient leurs voisines. Les foules qui assistaient aux exécutions en applaudissant. Mais peut-on juger les hommes du passé selon les critères moraux du présent? Les magistrats du XVIe siècle croyaient sincèrement à l'existence des sorcières et à la menace qu'elles représentaient pour la chrétienté. Ils pensaient accomplir leur devoir en les condamnant, protéger leur communauté contre des forces maléfiques bien réelles à leurs yeux. Leur cruauté n'était pas gratuite. Elle s'inscrivait dans un système de croyances cohérent, partagé par l'immense majorité de leurs contemporains. Les condamner rétrospectivement revient à condamner une époque entière. Cette question divise les historiens. Certains refusent tout jugement moral rétrospectif, estimant que le travail de l'historien consiste à comprendre, non à juger. D'autres considèrent que certains actes sont intrinsèquement condamnables, quelles que soient les croyances de ceux qui les commettent. Torturer une femme jusqu'à ce qu'elle avoue des crimes impossibles reste un acte de barbarie, même si le tortionnaire est convaincu d'agir pour le bien. La souffrance infligée ne devient pas acceptable parce que celui qui l'inflige croit bien faire. Le débat reste ouvert, mais une chose est certaine. Comprendre les persécuteurs ne signifie pas les excuser. On peut analyser les mécanismes psychologiques et sociaux qui rendirent la chasse aux sorcières impossible, sans pour autant absoudre ceux qui y participèrent. L'historien Hannah Arendt, réfléchissant aux crimes nazis, forgea le concept de banalité du mal pour décrire ces situations où des individus ordinaires commettent des atrocités en se conformant aux normes de leur époque. Les chasseurs de sorcières illustrent parfaitement ce phénomène. Des hommes respectables, souvent cultivés, qui torturaient et tuaient sans éprouver de remords, parce que leur société leur disait que c'était juste. La mémoire des victimes impose une forme de jugement. Oublier que des innocentes furent brûlées reviendrait à les tuer une seconde fois, à effacer leur existence de l'histoire. Les initiatives de réhabilitation entreprises dans plusieurs pays européens témoignent de cette exigence mémorielle. En reconnaissant officiellement l'injustice commise, les sociétés contemporaines assument l'héritage de leurs ancêtres, le bon comme le mauvais. Elles affirment que les victimes méritent d'être reconnues comme telles, même des siècles après leur mort. Cette reconnaissance tardive
ne peut évidemment pas réparer le mal commis. Anna Goldie, réhabilitée en 2008, n'en reste pas moins morte étranglée et décapitée en 1782. Les milliers de femmes brûlées à Bamberg ne reviendront pas à la vie parce qu'un historien a retrouvé leur nom dans les archives. Mais la mémoire a une valeur en soi. Elle témoigne que les victimes n'ont pas été oubliées, que leur souffrance a été reconnue, que l'injustice dont elles furent victimes a été nommée comme telle. Le Malleus Maleficarum nous lègue aussi une réflexion sur la nature du mal. Cramer n'était probablement pas un monstre au sens où nous entendons habituellement ce terme. C'était un homme de son temps, formé par les institutions de son époque, convaincu de servir Dieu et l'Église. Sa misogynie, son obsession sexuelle, son fanatisme n'étaient pas des anomalies individuelles, mais des traits partagés par beaucoup de ses contemporains. Le mal qu'il commit ne résultait pas d'une nature exceptionnellement perverse, mais de l'application méthodique de croyances largement répandues. Cette banalité du persécuteur est peut-être la leçon la plus troublante de toute cette histoire. Les bourreaux n'avaient pas de cornes ni de queue fourchue. Ils ressemblaient à leurs voisins, à leurs amis, à leurs parents. Ils allaient à la messe le dimanche, élevaient leurs enfants, cultivaient leurs jardins, et le lendemain, ils retournaient dans les chambres de torture pour arracher des aveux à des femmes innocentes. Cette capacité de l'être humain ordinaire à commettre des atrocités au nom d'une cause qu'il croit juste devrait nous inquiéter profondément, car rien ne garantit que nous serions différents si nous avions vécu à leur époque. Nous aimons croire que nous aurions résisté, que nous aurions dénoncé l'injustice, que nous aurions protégé les victimes. Mais l'immense majorité des contemporains de la chasse aux sorcières ne fit rien de tel. Ils acceptèrent les persécutions comme une fatalité nécessaire, quand ils n'y participèrent pas activement. Les résistants furent rares, courageux et souvent punis pour leur audace. Se croire naturellement du côté des justes est une illusion dangereuse. L'histoire du Malleus Maleficarum s'achève sur cette note d'humilité. Nous ne sommes pas meilleurs que nos ancêtres, seulement différents. Les croyances qui nous semblent aujourd'hui évidentes paraîtront peut-être absurdes à nos descendants. Les injustices que nous tolérons ou commettons seront peut-être condamnées par les générations futures avec la même sévérité que nous condamnons la chasse aux sorcières. L'histoire ne nous enseigne pas la supériorité morale du présent sur le passé, mais la fragilité de toutes les certitudes et la nécessité d'une vigilance constante. Le marteau des sorcières a cessé de frapper depuis longtemps. Ses victimes reposent dans des fosses anonymes, leurs cendres dispersées par les vents de 3 siècles. Mais leur mémoire persiste, portée par les historiens qui exhument leurs noms des archives, par les militants qui réclament leur réhabilitation, par les artistes qui leur redonnent vie dans leurs œuvres. Ces femmes, accusées d'avoir vendu leur âme au diable, n'étaient que des êtres humains ordinaires, pris dans une tourmente qui les dépassait. Leur souffrance mérite d'être connue, leur innocence proclamée, leur humanité restaurée. Et le livre de Cramer, ce manuel de la terreur qui fit couler tant de sang, demeure sur les rayonnages des bibliothèques comme un avertissement silencieux. Il nous rappelle ce dont les êtres humains sont capables quand la peur l'emporte sur la raison, quand la haine se drape dans les habits de la vertu, quand la cruauté se justifie par la foi. Puissions-nous ne jamais oublier cette leçon, afin que plus jamais un tel marteau ne s'abatte sur des innocentes.